Azure FM, émission spéciale. Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale consacrée à l'avenir de la centrale de Fessenheim. Il y a 2 ans déjà, nous vous avions proposé ce débat. Depuis, les annonces se sont succédées sur l'avenir de la centrale. Entre volonté voire combat politique, enjeux économiques et conséquences pour l'emploi, l'avenir de la centrale de Fessenheim divise depuis des années notre région. Les incidents s'enchaînent et pourtant cette centrale est sûre. C'est peut-être pire ailleurs, dans d'autres centrales, disent certains. Et pourtant, la centrale continue de cristalliser les peurs et les débats. Alors pour tenter de mieux comprendre et de voir ce qui a changé en 2 ans, mais aussi pour vous permettre de vous faire votre propre opinion, 4 invités à mes côtés. Michel Abig, bonjour. Bonjour. Maire d'Ensisheim et présidente de la CLIS, la commission locale d'information et de surveillance de Fessenheim. André Hatz, bonjour. Bonjour. Porte-parole de l'association Stop Fessenheim. Michel Sordi, bonjour. Bonjour. Député du Haut-Rhin, maire de la ville de Cernay. Et Lucien Génie, membre de l'association des citoyens vigilants des environs de Fessenheim, bonjour. Bonjour. Sachez que le groupe EDF ainsi que les responsables de la centrale n'ont pas souhaité, comme il y a 2 ans, donner suite à nos nombreuses invitations. Fessenheim, le grand débat, 2 ans après, bienvenue. François Hollande a confirmé que Fessenheim ne fermera pas en 2016 en raison du retard du chantier de Lepère de Flamanville, dont l'ouverture a été reportée à fin 2018. Est-ce que vous êtes satisfait, Michel Sordi? Je suis tout à fait satisfait. Je dis depuis de nombreuses années, Fessenheim ne doit pas être fermé pour des raisons politiques. Or, le choix qui avait été fait par le chef de l'État au moment de sa campagne électorale, c'était de dire pour récupérer les voix des écologistes, on va fermer Fessenheim sans aucune réflexion, ni économique, ni sociale, ni environnementale. Donc je suis tout à fait content que ce choix, que ces décisions soient reportées. Et puis nous verrons le choix des Français en 2017. Et en fonction du choix des Français, il y a peut-être d'autres alternatives qui seront proposées. Michel Abig, en tant que président de la CLIS, quel est votre sentiment, quel est votre avis? Je suis les informations que me donne l'ASN. Donc c'est le gendarme du nucléaire. Pour l'instant, l'ASN donne un feu vert pour la poursuite de l'exploitation de la centrale. Nous vérifions, nous faisons des contre-expertises qui ne contredisent pas les avis de l'ASN. Nous allons même faire des contre-expertises par des associations ou par des scientifiques plutôt opposés au nucléaire. Pour l'instant, les choses se passent bien. Donc pourquoi pas poursuivre tant que cette centrale a le feu vert de l'ASN. Alors Fessenheim est grabataire et incontinente, selon vous, André Hatz, porte-parole de Stop Fessenheim. C'est ce que vous déclariez sur notre antenne en mars dernier après un nouvel incident. Est-ce que vous faites partie des marchands de peur que dénonce ici Michel Sordi? Ah ben non, je ne fais pas du tout partie des marchands de peur. C'est la centrale nucléaire elle-même qui est marchand de peur en l'occurrence. Et c'est la centrale nucléaire elle-même qui a des fuites. Ça s'appelle des défauts d'étanchéité pour EDF. Et lorsque l'ASN va vérifier de près de quoi il s'agit, eh bien on se rend compte qu'il y a 100 mètres cubes de flotte qui ont inondé l'intérieur de la centrale. Alors ça c'était quoi en février, c'est ça, hein? Oui, fin février. Donc ça, c'est du factuel. Nous ne sommes pas marchands de peur, mais ceci dit, oui, cette peur, il faut la regarder en face. Cette centrale ne nous rassure pas du tout. C'est une centrale qui, à nos yeux, est dangereuse. D'ailleurs, je rebondis un petit peu sur François Hollande que vous évoquiez tout à l'heure. Lui-même, François Hollande, en 2012, lorsqu'il avait fait son annonce de fermer la centrale durant son mandat, il disait clairement que c'est parce que c'est la plus vieille et qu'elle est construite sur une faille sismique. Il avait donc déjà pris en considération un élément d'insécurité de cette centrale. Il ne les avait pas tous évoqués, il y en a bien d'autres. Lucien Génie, vous habitez à combien de kilomètres de la centrale et est-ce que cette centrale vous fait peur et pourquoi? Moi, j'habite à 10 km de la centrale à Mondozo et notre souci, évidemment, c'est que vu les informations que nous obtenons parfois difficilement, les informations qui transpirent, ça nous pose réellement un problème. Moi, je me rappelle, il y a 1 an, il y a Greenpeace qui est rentré dans cette centrale, mais c'était carrément une opération porte ouverte. Et il y a 49 personnes qui ont pénétré à l'intérieur de la centrale. Ben, c'est pas rassurant. Je me suis rendu compte, pour passer régulièrement devant la centrale, que effectivement, depuis, EDF a pris des dispositions. Et je me rappelle encore Monsieur Beringer, maire de Bloelsheim, ancien travailleur de la centrale, qui nous expliquait que Greenpeace c'est des terroristes. Ben pour moi, Greenpeace c'est pas des terroristes, c'est plutôt des lanceurs d'alerte et qui ont montré les points faibles de cette centrale. On se rend compte qu'ils ont fait un certain nombre de travaux. Si vous passez à minuit devant la centrale, vous croyez presque que vous êtes en plein jour.
Mais il y a beaucoup d'autres points faibles au niveau de cette centrale. Un autre exemple, ce qui nous embête beaucoup, c'est qu'on discute beaucoup avec les gens qui y travaillent, les sous-traitants. Quand nous, on parle de bricolage, eux, ils parlent de rafistolage. Quand vous discutez avec l'ancien patron de la centrale qui s'appelait Monsieur Rousseau, et que ce monsieur déclare, après une fuite de 5 mètres cubes, que c'est des éclaboussures. Moi, je m'excuse, mais 5 mètres cubes dans ces pièces, ça fait de l'eau sur 40-50 centimètres. Et ça, pour moi, ce n'est plus une éclaboussure. Ça me laisse dire que ces gens-là, ils minimisent systématiquement tous les incidents. Et ça, je trouve ça absolument pas normal. Michel Avic, vous êtes président de la CLIS, je le rappelle, c'est la commission locale d'information et de surveillance de Fessenheim. C'est quoi votre rôle? Notre rôle, c'est d'être en éveil par rapport à tous les événements qui se passent à la centrale, de lancer des expertises, des contre-expertises. C'est de vérifier donc les incidents. À chaque fois, les incidents sont vérifiés. Les contrôles de la SN peuvent être suivis également par des membres de la CLIS, que ce soit des membres associatifs ou politiques ou des collectivités territoriales ou syndicales. Voilà, donc concernant les fuites, en disant c'était des fuites qui ont eu lieu non pas dans la partie nucléaire, parce qu'il y a toujours cette confusion qui est faite et qui est un peu insupportable entre la partie nucléaire et la partie non nucléaire de la centrale. On dit la centrale, mais la centrale, c'est une chaudière plus donc un alternateur, et avec un double échangeur. L'eau de la centrale nucléaire ne sort pas du cœur nucléaire. Il y a un échangeur de vapeur, et puis ensuite cette vapeur va dans la partie mécanique et qui produit l'électricité, qui fait tourner un alternateur. Donc pour vous, il y a confusion en tout cas. Donc il y a souvent confusion. Donc il y a eu des fuites, c'est vrai, nous les avons vérifiées, la SN les a vérifiées, et puis les choses ont été classées. Michel Sordi, je vous vois bouillonner. Non, je pas bouillonner, mais je voudrais quand même répondre. Alors c'est vrai qu'il y a une fuite d'eau. Ce que je veux dire, la CLIS, je suis membre de la CLIS, quand je peux pas y aller, j'ai toujours mon âge parlementaire qui y est, mais je trouve quand même qu'il y a une totale transparence, et heureusement, tous les incidents sont déclarés. Le nucléaire, on ne peut avoir confiance que s'il y a une totale transparence. Et très sincèrement, on a, sous l'autorité du président, moi j'estime que tous les renseignements que j'ai, le moindre boulon, tout est signalé, et je trouve que c'est très bien comme ça, à tel point que d'ailleurs des associations environnementales étrangères viennent assister, ce qui n'est pas le cas sur des centrales nucléaires. Petit 1. Petit 2, donc, vous parliez de Greenpeace. C'est vrai que Greenpeace est rentré. Ça pose un problème. On les a laissés rentrer? Juste là-dessus? Oui. Allez. Parce qu'ils sont là, parce qu'on veut pas d'incident, parce qu'on va pas ouvrir le feu, mais ça pose un problème de sécurité. Là, je suis d'accord avec nos interlocuteurs, parce que ça peut être Greenpeace à un moment donné. Non, parce Greenpeace, que là, juste quand il y a 30 personnes, un jour on peut avoir, tenant compte de la période, un terroriste, etc. Donc, on a durci la loi, le texte a été voté, ça va être traité comme une zone militaire. Donc, on va changer de catégorie. Donc, c'est quoi, la prochaine fois on ouvre le feu, c'est ça? La prochaine fois, c'est des condamnations qui seront beaucoup plus sévères. La prochaine fois, c'est du tribunal, c'est de la prison ferme. On va plus mégoter, parce que c'est trop dangereux de s'amuser avec ça. Greenpeace joue avec ça, c'est trop dangereux, tenant compte de la situation actuelle. La prochaine fois sera beaucoup plus sévère. Andreas. Oui, moi je ne voudrais pas être ici pour faire le procès de Greenpeace. Greenpeace était un lanceur d'alerte, point à la ligne. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'arrive très régulièrement d'aller sur la digue qui se trouve en face de la centrale de Fessenheim. Là où justement il y a les 2 gros blocs piscines dont la partie supérieure n'est protégée que par un bardage métallique, rien d'autre. Il y a très fréquemment des péniches qui sont en attente d'être éclusées. J'y étais des centaines de fois. Pas une seule fois je n'ai vu la brigade fluviale contrôler ces péniches, alors que moi, à tout bout de champ, systématiquement, je suis contrôlé par les gendarmes terrestres, si je puis dire, quand j'y vais. Mais arrêtons de ne parler que de ces aspects. Le terrorisme existe et Fessenheim, de par sa situation géographique, de par le côté emblématique qu'est la prise, qu'on le veuille ou non, pour les pros comme pour les antinucléaires. Fessenheim est devenu emblématique. Fessenheim peut devenir emblématique pour des terroristes également. Je suis d'accord. Mais Fessenheim est dangereuse, la centrale de Fessenheim est dangereuse par elle-même. Elle a été construite en dépit du bon sens.
sur une zone sismique, 8,50 mètres en contrebas de la ligne moyenne des eaux du Grand Canal d'Alsace, dont elle est riveraine et dont elle n'est séparée que par une digue. Et à ce sujet, notre interlocuteur, Monsieur Habig, le sait bien, puisque le Conseil général du Haut-Rhin avait fait faire une étude sur cette digue qui prouve qu'il y a des lentilles de sable dans la digue, qu'il pourrait y avoir un effondrement de cette digue. Je ne rentre pas dans les détails, c'est dans l'étude de... C'est dans l'étude de... C'est pas prouvé. Il faut qu'on attende l'incident ou l'accident pour que ça soit prouvé. Mais votre étude, elle est sérieuse. Elle a été faite par Monsieur Walter du Conseil général. Et à la suite de cette étude qui nous a apporté, peut-être pas la preuve, mais la présomption d'un risque d'effondrement de la digue, eh bien, il a été demandé, c'était il y a quelques années déjà, à plusieurs reprises à EDF, de produire une autre étude pour nous dire quelles seraient les conséquences d'effondrement de cette digue. À chaque fois, l'ASN accorde des délais supplémentaires, parce que l'ASN fait partie du même sérail, l'ASN accorde des délais supplémentaires et nous n'obtenons jamais de réponse à ces questions précises. Donc précises. vous dites, pour qu'on comprenne bien, non seulement la centrale n'est pas sûre, mais en plus l'environnement n'est pas sûr parce que risque de terrorisme, depuis le canal, je vous ai vu tweeter au sujet d'un avion qui passait, un avion de tourisme qui passait, qui s'est écrasé à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres, et vous disiez heureusement qu'elle n'est pas tombée à Fessenheim. Ça veut dire que le site n'est pas sûr. Pour qu'on comprenne bien, pour ceux qui nous écoutent. Le site n'est pas sûr. Alors ça, c'est ce que dit mon interlocuteur. Moi, je lis simplement ce que déclarent les sachants et les compétents. J'ouvre les guillemets. La centrale nucléaire de Fessenheim est le site français qui intègre le niveau d'exigence de sûreté le plus récent suite aux travaux post-Fukushima qui ont eu lieu. Simplement Qui a dit ça? Les autorités compétentes, je pense que c'est la SN, c'est des différents services qui sont chargés et de vérifier. Simplement dire que après l'accident de Fukushima dont on a beaucoup entendu parler, à l'époque François Fillon avait mandaté un audit de tous les réacteurs français pour prendre en compte, c'est ça l'expérience, c'est se baser sur ce qui s'est passé pour améliorer. Sur Fessenheim, je rappelle que lors de la visite de Fessenheim, c'est 300 millions d'euros de dépensés. Post-Fukushima, c'est 15 millions d'euros de dépensés. Vous parliez tout à l'heure de montée des œufs, etc. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, il y a une troisième tranche de groupe. Enfin, on a multiplié les sûretés à l'infini. Et tant mieux. On a remonté tout ça de manière à pouvoir pallier à tous les incidents et tous les inconvénients. Alors le 100% n'existera jamais, je ne dirai jamais ça. Mais on s'approche du 100%. On est quand même dans une sûreté qui est hors norme, qui est remarquable. Juste une question, vous parliez de la SN, je le rappelle, c'est le gendarme du nucléaire, c'est l'autorité qui dit oui, vous avez le droit d'exploiter chez EDF votre centrale, oui ou non. Je parle sous votre contrôle, Michel Habig. Tout à fait. La SN, sur l'incident de début d'année, elle n'était pas au courant. Le président de la SN, il a dit clairement dans les médias, il s'était d'ailleurs étonné de ne pas avoir été informé rapidement, comme c'est normalement le cas. Ils ont tapé du poing sur la table. Ça veut dire des choses, tout ça. Ils ont été informés. Ils étaient présents. La réparation a été faite peut-être un peu, disons-le, vite fait. Et donc, lors de la remise en pression, il y a eu une deuxième panne. Et donc, il y a eu des protocoles qui n'avaient pas été respectés totalement. C'est ce que l'ASN a révélé. Mais je vous le rappelle, tout cela a été fait dans la partie non nucléaire de l'installation. Mais est-ce qu'elle a été... Et n'avait aucune incidence sur la sûreté nucléaire. Est-ce qu'elle a été informée tardivement, la SN, sur ce coup-là? Elle a été informée comme tous les autres. C'est parce que le président disait. Non, monsieur Habig, je ne suis pas d'accord avec votre dernier propos, parce que lorsque l'on lit attentivement le rapport de l'ASN, on se rend compte qu'il y a eu des projections d'eau sur des circuits électriques qui étaient importants pour la sécurité. Et cela est écrit noir sur blanc dans le rapport de l'autorité de sûreté nucléaire. Moi, monsieur Habig, je vous respecte beaucoup, mais depuis que vous êtes membre du Haut Comité à la transparence sur l'information nucléaire, vous avez un devoir de transparence et un devoir de neutralité. Il vous est difficile de continuer de manifester pour la fermeture de la centrale, puisque vous êtes le président. Vous êtes le président de la CLIS. Et là-dessus, moi, je voudrais que cette transparence soit apportée. Je voudrais également que les citoyens puissent assister aux réunions de la CLIS en temps réel, et non pas recevoir avec 3 ou 4 mois de décalage les comptes rendus sur le site internet.
C'est ça la transparence à laquelle vous vous étiez engagé. Il y a eu des progrès d'ailleurs, parce que maintenant vous dites 3-4 mois, auparavant c'était 6 mois ou presque 1 an. Voilà. Donc il y a eu quand même des progrès. Lucien Génie, on marque une première pause. Lucien Génie. Oui, je vais reprendre un petit peu sur cette centrale sûre. On a déjà parlé avec Michel Labig, j'en ai parlé avec le préfet, etc. Il y avait une histoire de drone. Il y a même plusieurs fois eu des drones. Personne, pour l'instant, n'a pu me donner une réponse. Pas qu'à Fessenheim d'ailleurs, ces drones. Pas qu'à Fessenheim. Sur l'Elysée aussi. L'autre jour, moi, ce qui m'intéresse, c'est Fessenheim en moto, parce que j'habite à côté. L'autre jour, j'ai vu un rapport britannique qui parlait de cyberattaques. Et les centrales, en particulier les anciennes, sont particulièrement vulnérables à ces cyberattaques. Tout ça, ça me rassure pas du tout, d'autant plus que l'ASN dit qu'un accident majeur est possible en France. Donc moi, j'aimerais pas me retrouver... Pardon, on est passé sur l'acceptation finalement du risque nucléaire, on en parlera dans la deuxième partie. Mais là, juste pour... Et c'est bien ce qui m'embête. Et on a bien compris. Juste avant de marquer une première pause. Non, simplement une chose. L'histoire de la rupture, il me semble que c'est un tuyau d'une bâche à eau sur Fessenheim qui a fait une rupture. Ils ont fait une réparation. La réparation, quand ils ont remis sous pression, vibration remise sous pression. C'est ça. Et une deuxième fuite. C'est un tuyau d'eau. Je veux dire, ça touche en rien le nucléaire. On l'a déjà dit. Petite de l'histoire des drones. Aujourd'hui, il n'y a pas de drones. Il faut prendre des drones en considération. Il faut réfléchir. On ne réfléchit pas qu'à Fessenheim. Partout, il y a des. C'est ce que je disais. Mais aujourd'hui, le drone, tenant compte de la coque béton qui est alentour, faisons pas le marchand de peur. Je pense qu'il faut réfléchir à l'avenir, mais faisons pas le marchand de peur. Dernière question, et on reviendra évidemment sur ces questions-là. Combien d'emplois directs et indirects détruits à cause de ce gouvernement? Alors je cite Cyril sur notre page Facebook. Pour rappel, c'est une entreprise privée. De quoi se mêle-t-on? Aujourd'hui, le contre-argument ou l'argument pour ne pas fermer Fessenheim, c'est quoi? C'est les emplois, c'est le développement économique, et puis on verra également par la suite dans cette émission différents points de vue. Mais c'est quoi pour vous, Michel Sandy, pour vous, Michel Labig, qui défendait finalement... je crois qu'il y a 3 raisons. La première, quand même, c'est qu'on a sur le site, directement et indirectement, c'est environ 2000 emplois. On sacrifie 2000 emplois, ça va terminer. Après, vous parlerez. C'est 2000 emplois, directs et indirects, parce que le jour où on ferme Fessenheim, le nombre de sous-traitants, derrière. Et puis quoi, il y a les boulangeries derrière côté, enfin, oui, c'est l'hôtellerie, c'est toute la maintenance, c'est la sous-traitance. La sous-traitance va être impactée aussi, donc c'est tout ça ensemble. Ça a été évalué, ça a été confirmé, environ 2000 emplois, donc il y a un problème social majeur. On va fermer un outil de production qui fonctionne. Qui est sûr? Oui, qui est sûr. Pour vous, il est sûr. Mais bien sûr qu'il est sûr. Si j'avais le moins doute sur la sûreté de l'outil, je suis pas fou non plus. Bien sûr qu'il est sûr. Donc je dis, on va sacrifier 2000 emplois. Aujourd'hui, il n'y a rien fait dans ce secteur de la bande rhénane pour remplacer ces emplois. Et c'est là que je râle avec le préfet de région. Il y a un plan, un contrat État-région. Il y a rien. Alors il y a peut-être des sous. On n'a aucun projet industriel aujourd'hui pour remplacer. Premier problème, c'est le social. Deuxième économique, c'est une chute des recettes pour les collectivités, pour les communes, pour le département. C'est des dizaines de millions d'euros de recettes en moins. Il va falloir demander où en augmentant les feuilles des contribuables. Pour la commune, ça va être, quand on parle d'une fermeture de classe, regardez la manifestation. On va fermer des écoles, là, c'est pas une classe. Quand ils vont partir regarder le marché de l'immobilier, c'est des centaines de maisons qui vont être vendues. C'est un impact économique gigantesque sur le secteur. Et enfin, je pense, et je termine, c'est une erreur environnementale. Fessenheim, il faudra le fermer un jour. J'en suis convaincu. Quand? Mais pas aujourd'hui. Quand pour vous? Quand l'autorité de sûreté dira qu'on arrive en fin de vie. D'accord. Mais le débat des nouvelles énergies, il avait le mérite d'exister. Mais environnemental, pourquoi? Alors si madame le maire de Hartheim écrit à Hollande, moi je vais écrire à Angela Merkel en disant, attendez, vous avez démarré des centrales au charbon, vous avez augmenté les taux de CO2 de 13%, et alors? On en reste là, première partie, et on y reparlera. On y répondra tout à l'heure. On marque une première pause, pardonnez-moi. Question, avant de repartir justement sur le débat, mais on s'arrête juste un instant sur la bulle, la mousse, l'écume médiatique que suscite cette centrale. Est-ce que cette centrale n'est-elle pas trop sous les feux des projecteurs? Est-ce qu'elle n'est pas hyper surveillée? Dès qu'il se passe quelque chose, la machine médiatique s'emballe, les associations anti-Fessenheim aussi, on reçoit régulièrement des communiqués de presse. Nous avons en Alsace d'autres sites très dangereux, voire dans d'autres régions, évidemment. Je pense aux usines chimiques près de Mulhouse, par exemple, et pourtant il est très rare d'avoir des informations. Ça veut dire quoi? Que tout se passe bien là-bas et qu'il y a uniquement un risque sur Fessenheim, ou est-ce que cette centrale elle est juste au cœur d'un cyclone et d'une tempête médiatique à chaque fois et que c'est hyper épidermique comme réaction? Pardon. Oui, je crois que c'est un peu un symbole. Michel Labig. Cette centrale, donc il y a plein de mais ça me gêne pas qu'il y ait comme ça une surveillance populaire de cette centrale. Plus cette transparence, mieux c'est. Ça permet de rester vigilant, c'est tout.
Michel, Oui. Andreas, pardonnez-moi. Oui, sur ce point, je suis d'accord avec Michel Abig. Mais il y a quand même quelque chose. Les conséquences d'un accident ne sont pas comparables dans le domaine du nucléaire et dans les autres domaines. Il y a eu Seveso, nous nous en souvenons, c'était très grave. Mais les conséquences ne sont pas pour des millénaires. Ce qui vous dérange l'accident nucléaire, c'est ça. Mais bien entendu. On le voit à Fukushima. Il faut quand même savoir que nous sommes une région particulièrement peuplée. Et dans un rayon de 100 km autour de Fessenheim, nous avons 7,2 millions d'habitants. Ce n'est pas rien. Alors, Monsieur Abig parlait tout à l'heure, et Monsieur Sordi aussi, des travaux qui ont été faits pour des sommes colossales, mais ces travaux ont été engagés par EDF, alors même que la décision de fermer Fessenheim était déjà prise. Pourquoi Mais parce qu'EDF en a fait un symbole et en a fait la course en avant. C'est une fuite en avant. Peu importe, puisque c'est financé par les Français, l'État étant actionnaire à 84,5%. Pour ce qui concerne l'emploi, moi, il faut savoir que les énergies renouvelables, en 10 ans, en Allemagne, ont produit 420 000 emplois. Alors, ce ne sont pas exactement... C'est la croissance verte que tous les ministres de l'environnement... Tout à fait. Et finalement, on n'en voit rien, quoi. Que monsieur Sordi, député du secteur de Fessenheim, se préoccupe pour l'emploi, c'est tout à son honneur. Mais se préoccuper vraiment pour l'emploi d'une centrale qui est vouée à la fermeture, ce n'est pas repousser, comme l'ont fait les salariés de la centrale, repousser le délégué interministériel à la fermeture du site qui est venu justement discuter pour voir comment la transition allait pouvoir se faire, mais c'est au contraire accompagner et anticiper. EDF, avec l'appui du député du coin, aurait dû mettre depuis 3 ou 4 ans déjà sur pied des éléments de transformation, des formations, des plans de reconversion, et ça n'a pas été etc. fait. Et ça n'a pas été fait. Ne nous plaignons pas. Je réponds juste rapidement sur les différents points. Ne nous plaignons pas pour le revenu des collectivités. Quand on sait que la commune de Fessenheim a un budget 8 fois supérieur à d'autres communes françaises qui ont le même nombre d'habitants, eh bien, aujourd'hui, ils sont dans une situation de nantis et ils ne veulent pas perdre cette situation de nantis. Génie, vous êtes un administré nantis. Et pour ce qui est du CO2 dont parlait et du charbon dont parlait Monsieur Sordi, je ne suis pas d'accord avec ces contre-vérités. En Allemagne, on a une courbe des énergies renouvelables qui ne cesse de grimper. Pendant ce temps, la courbe du nucléaire ne cesse de baisser. Et sur la période 1990-2014, on est passé de 353 à 301 mégatonnes de CO2 pour l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne ne cesse de baisser. Alors, mais on va rester sur l'emploi et on repasse sur le charbon si vous voulez bien après. C'est la tendance générale. Ça, ce sont des statistiques Je vous crois, mais votre graphique, on ne le voit pas en radio, monsieur Hatz. Lucien Génie sur l'emploi et après on reviendra bien sûr parce qu'il y a une réalité aussi. L'Allemagne sort du nucléaire, mais l'Allemagne rallume ses centrales à charbon. Lucien Génie, sur l'emploi. Ça c'est faux. J'ai les derniers dossiers sur moi, je les ai sortis samedi. Oui, par rapport à l'emploi. Il se trouve qu'il y a à peu près 1050 personnes qui travaillent en permanence à Fessenheim. Donc emploi des direct, employés EDF, des apprentis et des sous-traitants. Il se trouve que parmi ces 1050, il y en a plus de 800 qui sont sous contrat EDF. Le reste, c'est quoi? C'est les sous-traitants, c'est ça? C'est essentiellement les sous-traitants. D'accord. Donc, tous ces gens-là ne risquent absolument rien. La seule chose qu'ils risquent, c'est une mutation. Ou d'avoir un changement de vie différent. Ce qui est un changement de vie quand même. Donc, c'est vrai que ça va toucher, ça va impacter des gens. Mais bon, les gens, ils le savaient qu'un jour, cette centrale est fermée. Donc, il y a qu'à prendre des dispositions. Et les informations que nous, on reçoit, il y a énormément de gens qui bossent à la centrale, qui ont fait des demandes de mutation. Déjà maintenant. Autre chose, pour reprendre vite par rapport, on parle maintenant de Fessenheim, les emplois et machin. Moi, je me rappelle, à un moment donné, il y a le président de la République, d'une majorité dont vous faites partie, qui a dit l'environnement, ça commence à bien faire. Et Fillon a décidé de bloquer pendant 6 mois toutes les subventions et tous les projets concernant uniquement le photovoltaïque. Vous savez ce que ça a donné 6 mois après? 12 000 emplois supprimés.
C'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEME. Non. Alors, si, Monsieur Sordi, je vous sors ces données officielles quand vous voulez. C'est dans l'Europe entière, c'est pas que la France. Si on ressort maintenant la nouvelle loi sur la transition énergétique, j'en ai parlé à Stroman l'autre jour, il a voté contre. Alors, est-ce que vous êtes aussi contre les énergies renouvelables, le développement de ces énergies, alors que dans le monde entier, c'est en train d'exploser? C'est pas forcément le débat. Là juste, attendez, je veux allez-y, répondez. D'abord, bien entendu, je suis pas contre les énergies renouvelables et je pense qu'il y a personne autour de cette table qui est contre. Je pense que c'est un bon complément à un socle qui en France est le nucléaire, qui avait été choisi par De Gaulle pour des raisons d'indépendance aussi. Je le rappelle, parce qu'à l'époque quand même, c'était le fioul et le gaz qui faisaient tourner les turbines pour faire de l'électricité. Ce fioul, ce gaz, on l'achète dans des pays comme l'Irak, etc. On voit ce qui s'y passe. Nous avons aujourd'hui sur notre territoire national 1 mois de réserve de fioul, on a 2 mois de réserve de gaz, on a 3 ans de réserve d'uranium. Et l'uranium, on l'achète principalement dans les pays de l'OCDE, c'est l'Australie, c'est le Canada. Donc il y a des approvisionnements qui sont sûrs, qui mettent pas en péril. On joue pas avec les appros. Petit 2, de répondre sur l'affaire de Fillon du photovoltaïque. À un moment donné, c'est vrai qu'il a écrêté des prix. Parce que derrière, on s'apercevait qu'on ne suivait pas. Que derrière, le budget n'autorisait pas. Les aides n'ont pas été supprimées, mais il a écrêté des prix. Ça, c'est exact. Petit 3, les salariés sous contrat. Vous faites sourire quand même. Salariés d'EDF sous contrat, bien sûr. Mais ces salariés qui vont être répartis sur d'autres centrales du territoire national, ces centrales-là ne recruteront pas, puisqu'elles vont recruter des transferts de Fessenheim. Donc il s'agit bien de perte d'emploi. Faut appeler un chat un chat. Et ensuite, concernant les travaux de sûreté, en disant EDF met des dizaines de millions sur une centrale qui va fermer, c'est tout à son honneur. Combien de millions? C'est tout à son honneur. Combien de millions? 300 millions sur la visite décennale, 18 millions sur les travaux de 320. 320 millions. Vous confirmez ce chiffre? 300 millions. Non, sur la visite décennale. Ce n'est pas mon problème. Combien de millions? Attendez, je voudrais terminer dans mon propos. Je dis simplement, tout à l'heure, j'ai entendu monsieur dire, ils mettent beaucoup d'argent sur quelque chose qui va fermer. C'est tout à l'honneur d'EDF de dire, on maintient toujours nos installations au top de la sûreté. Quitte à investir alors que il y avait, attendez, 2011, le président Hollande, en 2011, le lapsus, a dit très clairement, Fessenheim fermera avant la fin de mon mandat. Il donnait une échéance. Depuis, le président est passé, le candidat est devenu président. On en est où là? On en est où le destin de Fessenheim est lié à la fermeture et à l'ouverture, de l'EPR de Flamanville. C'est exact. Je dis simplement, tout à l'honneur d'EDF, c'est que aujourd'hui, il continue, et monsieur a raison, en disant quand il passe ce soir, il y a des lumières, il travaille, ils maintiennent l'outil au maximum de la sûreté. Quitte à avoir investi pour rien, parce que dans 2 ans, ça ferme. Ça doit être rassurant pour tout le monde. Et parce que l'outil, quitte à avoir investi pour rien, parce que ça ferme dans 2 ans? Dans 2-3 ans? À mon avis, ça va pas fermer. Mais bon, après, on verra. Mais ça, quitte à investir pour rien, on ne mégote pas que la sûreté. Donc on a des argent pour la sûreté d'installation. Michel Habig et ensuite Andréas. Oui, la question s'était posée de savoir si EDF devait investir ou pas. D'abord, c'est de la décision d'EDF. C'est une entreprise. Il y a des dirigeants d'entreprise. C'est à eux de conduire l'exploitation de leur entreprise. Les grandes sommes qui ont été investies, c'est suite à Fukushima et les nouvelles normes qui ont été imposées par l'ASN. C'est-à-dire de garantir la source eau, donc de doubler la capacité de pompage. Là, c'est dans la nappe. Auparavant, c'est dans le canal d'Alsace qui était pomper l'eau de refroidissement. Donc là, il y a une doublure, de doubler et de mettre. Pourquoi ça sert? Enfin, expliquez parce que tout le monde n'est pas forcément. Un réacteur, lorsqu'on arrête un réacteur, il faut qu'il y ait de l'eau froide qui arrive pour maintenir la température. Les incidents de Tchernobyl et de Fukushima, c'est parce qu'on n'a pas pu refroidir le réacteur qui s'est emballé et qui a eu il n'y a pas eu de boom, mais il y a eu la réaction nucléaire. Il n'y a pas de boom dans une centrale nucléaire. Avec l'hydrogène, il peut y avoir des booms. Avec Fukushima, ça fait boom, pardonnez-moi. Avec le dégagement d'hydrogène, oui, mais c'est pas la partie. Oui, c'est qui peut pas arriver chez nous. Et en plus, c'est pas bien sûr que si, c'est pas les limitateurs d'hydrogène. On va pas être trop technique, s'il vous plaît. Non. Michel Habig, terminé. Donc, pour moi, la CLIS, si EDF, avec l'accord du gouvernement, dit que cette centrale continue, je souhaite avoir le maximum de sûreté. Donc c'est parce que sinon, si les investissements n'avaient pas eu lieu, j'aurais demandé la fermeture immédiate de cette centrale. Andréas. Donc voilà. Nous sommes dans le cas de figure où
a été remplacé ceux qui pouvaient être remplacés. Les peintures ont été refaites. Il y a plein de tuyaux qui ont été remplacés. Non, attendez, laissez-moi. Laissez-le juste terminer. On a doublé les groupes S'il vous électrogènes. plaît. On a Laissez-le doublé terminer. Générateur de vapeur, on a mais pas la renforcé peinture. le. Là, vous êtes caricatural. Mais justement, on va voir. Allez, Laissez-moi aller jusqu'au bout. André. Les générateurs de vapeur ont été remplacés. 6 générateurs, 240 tonnes d'acier hautement radioactif entreposé par dérogation sur le site de Fessenheim. Il faut le Mais savoir. partout, c'est les échangeurs Par- qui ont été changés. Par dérogation. Non, pas Mais ce qu'il faut savoir, cuve. c'est qu'il y a deux choses qui n'ont pas pu être changées. Le réacteur lui-même, c'est quand même la l'élément- cocotte, pour qu'on comprenne c'est bien. la cocotte. Ok. La Enfin, cuve. la cocotte. La cuve, allez. La cuve. Alors, aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'un réacteur en Suisse qui a des 1000 trous, on nous dit. 1000 Autant que trous. le gruyère. Non, c'est 925 pour être Bon. très précis. C'est votre cloison, là. Il y a 925 trous. Ok. On nous parle beaucoup de ce réacteur en Suisse, où certains viennent de découvrir qu'il y a des trous. Mais nous savons aussi depuis de nombreuses années que l'acier du réacteur de Fessenheim comporte des veines sombres. C'est le rapport de Belbeok. Il comporte des veines sombres. Ce sont des endroits de fragilisation extrême. Ça veut dire quoi? Et- Qu'il y a des fuites? Non, ça veut pas dire non, il n'y a pas de fuite. Non, il n'y avait pas de fuite. Mais il y a un problème. Alors là, c'est un peu technique. Il y a un problème de ductilité. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'une centrale vieillit, Oui. le bombardement neutronique sur l'acier de la cuve du Ça réacteur le fragilise. fragilise la D'accord. cuve du réacteur. Et le point de fragilisation augmente. Je le dis comme ça. Ça s'appelle la ductilité. Et le point de fragilisation augmente. Et on a des veines sombres qui amplifient ce risque, qui le multiplient par 3 selon Belbeok. Et nous sommes dans ce cas de figure à Fessenheim. Et le réacteur, on ne peut pas le changer. Et l'enveloppe, le bâtiment du réacteur, Donc, ce qu'on voit quand on passe devant. le bâtiment, ce que vous voyez de D'accord. l'extérieur, En béton. lui, Ouais, il est derrière. en béton avec un revêtement intérieur. Mais cette enveloppe, elle est simple parce que Fessenheim était un prototype. Les autres réacteurs de la même lignée qui ont été construits par la suite en France ont une double enveloppe de ce bâtiment réacteur. Donc, pour vous, ça rajoute du risque supplémentaire sur l'installation. Évidemment. Qui plus est, dans le puits de cuve, on a fait un trou, on a baptisé canal de transfert, on a fait un trou pour permettre l'étalement du corium, qui de toute façon... Expliquez, pardonnez-moi, André, expliquez juste ce que c'est le corium. Alors, quand il y a... Rapidement et Oui, juste oui, clairement. quand il y a un accident majeur, Oui. le combustible nucléaire se met en fusion Montée et en température. Et tout avec fond. la montée en température, il se met en fusion. produit de fusion. Le réacteur lui-même, le métal du réacteur lui-même se met également à fusionner. Oui. Et tout cette espèce de magma, c'est comme un... Ouais, une grosse soupe, allez. Cette c'est grosse soupe, Comme tombe de la lave. sur la dalle en béton. C'est comme de la lave. Oui. Comme ils n'ont pas pu renforcer le radier de plus de 50 cm. C'était le plus faible de France. Ils l'ont monté de 1,50 m à 2 mètres. Et encore 1,50 m, on n'est pas sûr. De 1,50 m à 2 mètres d'épaisseur. Maintenant, au lieu que ça mette 17 heures pour atteindre la nappe phréatique, D'accord. ça mettrait entre 44 et 61 heures. Ça veut dire que ça nous laisserait un peu plus de temps pour évacuer les populations, ça c'est sûr, mais la nappe phréatique, la plus grande nappe phréatique d'Europe occidentale, serait malgré tout impactée. Mais on va Et quand ça, même dans le il faut bon en sens, être. en mais tout cas, c'est- puisque cette ouais. installation et cette rénovation ou cette, Heureusement amélioration de la sécurité. Heureusement qu'on fait pas marche arrière. Ouais. Mais quand on dit que c'est souvent Marche dans un les peu. parties non Attendez. nucléaires, quand vous avez des vannes qui se situent certes dans la partie non nucléaire, mais sur une tuyauterie qui va vers la partie nucléaire, Là, il y a problème. et là il y a problème. Lucien Génie, et après j'aimerais qu'on parle de la sûreté et en l'occurrence des incidents, qu'on reparle du nombre d'incidents qu'il y a pour voir si c'est finalement juste un épisode et un problème médiatique ou si vraiment il y a plus d'incidents à Fessenheim que dans d'autres centrales. Lucien Génie. Oui, donc il est certain que à Fessenheim, il y a eu dès le départ de gros défauts de conception et qui sont pas récupérables. Construire les réacteurs en dessous du niveau du canal d'Alsace, Mais c'est partout. les dalles qui sont trop faibles, les piscines non bunkérisées, etc., etc. Tout ça, ça pose quand même un problème. Et si maintenant on voulait faire les vrais travaux post-Fukushima, ce que EDF il appelle le grand carénage, ah bah ça représente plus d'1 milliard de francs Sur Fessenheim, par réacteur par réacteur. sur la France. Ils ont prévu 50, ils ont 50, budgété 58 milliards.
mais il y en a d'autres qui parlent de 80, etc. Jean-Bernard Lévy disait Donc, 50 milliards il y a quelques jours sur Europe 1. 50 milliards pour lui sur 10 ans. Voilà. Sur Donc le grand ça, canal. c'est possible, mais moi j'ai très peu confiance en ces chiffres, puisqu'à un moment donné, les mêmes personnes nous ont dit que voilà, le PR il va coûter 3 milliards, on en est à 10 milliards et demi. Voilà. Restons à Fessenheim. Donc moi par rapport aux incidents de Fessenheim, quand on observe de l'extérieur un petit peu tout ce qui se passe dans l'enceinte de cette centrale, on a clairement l'impression que la rentabilité a pris le pas sur la sûreté. Parce que EDF a un problème financier et extrêmement important. Je voudrais juste revenir sur les incidents à Fessenheim. Ça, c'est un graphique tout à fait officiel. On verra pas en radio, mais... C'est Santé République Édition. C'est un graphique qui a été fait avec les données de RTE et de l'ASN. On s'aperçoit que la moyenne des incidents de Fessenheim, depuis les années 2006-2007, donc il y a 10 ans, sont de 40% supérieurs à la moyenne des autres centrales. Est-ce qu'il y a plus d'incidents? Je vous le laisse. Est-ce qu'il y a plus d'incidents, Michel Sordi, Michel Habig, que dans d'autres centrales? D'abord, si vous permettez, je réponds juste concernant Fessenheim. La petite sœur de Fessenheim est en fonction aux États-Unis. Les autorités de sûreté américaines sont pas plus tendres que les nôtres. Elle est autorisée pour une période de 60 ans, au même titre que nos voisins suisses sont autorisés pour 50 ans. Et les Suisses sont pas fous non plus. Donc c'est déjà pour répondre sur la durée de vie des installations. Avec une technologie moins sûre. Avec une technologie moins sûre en Suisse. Ensuite, c'est vrai qu'à Fessenheim, je rappelle, et vous l'avez dit, c'est bien, le radis a été épaissi, il y a une zone de récupération qui a été faite. Enfin, tout ce qui doit être et peut être fait pour améliorer. Ça, c'est quoi? C'est post-Fukushima? La sûreté, c'est post-Fukushima. Ça a été fait, il faut quand même le rappeler. Non. Ensuite, je voudrais aussi qu'on arrête un petit peu de dénigrer cette filière nucléaire française. C'est le deuxième employeur de notre pays. C'est source de croissance à l'extérieur. Ils disent non, hein, à ma droite, ils disent non. Non, mais... peut-être. On va laisser terminer Michel Sordi. En attendant, c'est un facteur de croissance pour notre pays. Nous vendons, et je pense qu'ailleurs dans le monde, il faudra additionner les renouvelables avec le nucléaire. On ne pourra pas se passer du nucléaire. Je n'y crois pas une seconde. C'est ce que le PDG d'EDF dit, hein, c'est nucléaire plus énergie renouvelable. Et dans le monde d'ailleurs aujourd'hui, on en vend en Chine, on en vend ailleurs. Donc il ne faut pas se scier non plus la branche sur laquelle on est installé avec une filière qui est performante. On a une des meilleures technologies, une filière performante. Faudrait qu'on arrête aussi de... Enfin, le bateau Arriva, pardonnez-moi, il prend l'eau, mais c'est pas le sujet. Mais bon. Allez-y. Juste, on revient sur ces incidents. Est-ce qu'il y en a plus que d'autres? Il n'y en a pas plus à Fessenheim qu'ailleurs. À Fessenheim, tout est déclaré. Même lorsqu'un des employés se tape sur le pouce avec son marteau. C'est un incident. Hein, c'est un incident. Et comme cela, vous en avez, c'est la plupart des incidents. Vous en avez 1, 2 ou 3 par an, hein, qui sont du niveau 0+ ou 1. Hein, mais très rarement des incidents du niveau, qui se tape sur une échelle de 6 ou 7. Je remercie Monsieur Habig pour son sens de l'impartialité en assimilant tous les incidents de Fessenheim à celui où un ouvrier s'est tapé sur le pouce. C'est pour vous montrer à quel point... c'est pour vous montrer à quel point en France, tout est minimisé. Il y a eu un jour un type qui s'est tapé sur le pouce et maintenant, on ramène tous les incidents à ce niveau-là. C'est honteux, Monsieur Habig, vous qui êtes au Haut Comité à la transparence sur l'information nucléaire, vous dénigrez votre rôle. Justement. Lucien Génie, vous terminez et ensuite... Il faut dire la vérité, Monsieur Hatz. Oui, j'ai entendu parler, Monsieur Sordi, parler Arriva, EDF, les fleurons de l'excellence française. Moi, je suis désolé, mais on n'a rien vendu les 10 dernières années question nucléaire dans le monde. Aucun réacteur. Aucun. Maintenant, je vais vous parler un petit peu financier parce que c'est quand même important la partie financière. On a, tout le monde regarde ce qui se passe à la bourse. Moi-même, j'ai des actions et je m'en cache pas. EDF? Non, justement pas. On va parler des actions EDF parce que à quelque part, c'est quand même le gendarme de quelque chose. On a vu en 7 ans, l'action EDF, elle était à 84 €. Elle était vendredi à 16,40 €. Bon, pour vous, EDF, juste pour qu'on résume, pardonnez-moi parce qu'on est très en retard. Pour vous, la stratégie d'EDF n'est pas bonne, elle s'entête dans le nucléaire, et voilà, ça c'est votre analyse. On peut prendre l'exemple d'Areva et EDF, il est en train de se tirer une balle dans le pied parce que là-bas, c'est de 80 € il y a 5 ans, c'est passé à 6,6. Ça veut dire c'est une valeur divisée par 12. L'avenir, c'est pas de nucléaire. Vous deux, c'est ce qu'il dit. Monsieur Habig et Monsieur Sordi, qui êtes convaincus de l'excellence du nucléaire français, moi je vous invite maintenant que les courses au plus bas
à en acheter un max. Ouais, Parce que forcément, il faudra vous mettre en accord avec vos convictions. Le nombre d'entreprises de photovoltaïque qui ont déposé le bilan ces 10 dernières années est absolument fantastique. Donc il faut C'est pas Mais c'est à cause de vous, ça. Arrêtez. S'il vous plaît, on marque une nouvelle pause dans cette émission. Le débat continue après une courte pause. Juste une question au niveau, finalement, allez, de l'arrêt de la centrale. Si un jour elle arrive, hein, Michel Sordi, vous dites surtout pas, enfin en tout cas là, pas dans les 5 prochaines années, pas tout de suite, peut-être plus. Ça prend combien de temps d'arrêter Fessenheim? Parce que le gouvernement disait, on ferme a priori, allez, pas en 2016, mais on fait tout ce qu'il faut pour avoir un processus qui serait irréversible avant la fin du quinquennat. Je cite les propres mots du gouvernement. Rapidement. J'ai envie de dire que je suis réservé. Un dossier d'arrêt d'une centrale, c'est, j'ai envie de dire, aussi compliqué qu'un dossier de démarrage. Donc c'est plusieurs années. Pour vous, ça interviendra pas de toute façon avant la fin du quinquennat. Le processus. Aujourd'hui, je ne pense de plus. procédures administratives à respecter. Oui. On va rapidement. Oui, alors Et on effectivement, revient sur l'emploi. la procédure administrative est devenue complexe depuis que Nicolas Sarkozy a pris une ordonnance pour mettre dans un même package le démantèlement et l'arrêt de la centrale. Mais quand Ça a on a été fait pris... exprès pour vous? Juste pour qu'on comprenne. Ça n'a pas été fait exprès pour Fessenheim, ça a été fait exprès pour la filière nucléaire. Mais ce qui a été pris par une ordonnance pourrait être pris en sens inverse, contrecarré par une autre ordonnance. Ça fait 3 ans qu'il fait que ça. Et là-dessus, François Hollande a eu le tort de ne pas le faire, je le dis clairement. Maintenant, il y a, je dirais, 3 étapes dans une fermeture. Il y a la mise à l'arrêt définitif. Ça, je dirais, c'est tourner un bouton et attendre de pouvoir sortir le combustible. Ensuite, c'est la fermeture elle-même, parce qu'il y a encore une longue période où il y a des maintenances, des travaux à faire. Et ensuite, il y a le démantèlement. Et ça, c'est quoi? C'est 20 ans, 25 ans? Pour le démantèlement, il est normal pour le démantèlement que l'on respecte des périodes administratives, enquête publique, tout ça. Et ensuite, une fois que c'est accordé, ça va prendre 20 ans, 30 ans. On ne sait pas. En fait, on ne sait pas démanteler. Et justement là-dessus, nous, la proposition que nous faisions, c'était de faire de Fessenheim un laboratoire pilote pour le démantèlement. Parce que Fessenheim est une centrale américaine, vous le savez tous, c'est pas une centrale française. Le général de Gaulle, lui, il voulait une centrale UNGG, c'est-à-dire la filière française graphite gaz. Mais sous Pompidou, on a choisi de prendre une centrale à eau pressurisée, licence Westinghouse. Ça, c'est les types, c'est les familles de centrales. Les familles. Et toutes les centrales françaises actuelles sont en fait des centrales américaines. Bon. Et on ne sait pas démanteler les centrales à eau pressurisée. Donc ça, on ne sait pas faire. On ne l'a jamais fait. Votre scénario, on aurait pu faire un laboratoire pilote. Deuxièmement, la zone d'activité de Bremgarten, qui se trouve de l'autre côté du Rhin, juste en face de Fessenheim, est à l'étroit. Elle aurait aimé faire des acquisitions foncières côté français, à proximité de Fessenheim. Les élus locaux, ayant enfui la tête dans le sable et ne voulant pas entendre parler de la fermeture de Fessenheim, n'ont jamais accepté cette main tendue. On a emmené le député Michel Sordi, on a emmené le député Jean-Louis Christ. Nous avons emmené le député Jean-Louis Christ à Fessenheim, à Bremgarten, rencontrer le patron de la zone d'activité. Et nous pouvons en témoigner. Et ces mains tendues n'ont jamais été suivies des faits. Scénario farfelu ou pas? Nous avions, bien sûr, maintenant, aujourd'hui, argument contre argument. Voilà. Alors, bon. Je vais Michel Sordi, rapidement, et après on termine avec une dernière question. Il nous reste 5 minutes d'émission. Ça a quand même été dit. Aujourd'hui, moi, j'ai visité dans la vallée du Rhône une centrale graphite gaz qui est en phase de démantèlement. Donc la même chose que Fessenheim? C'est pas la même chose, c'est une autre technologie. Mais on sait démontrer des centrales nucléaires avec des réacteurs. On l'a fait. Alors même si on l'a fait, on en démontre. On doit être à la 10e centrale qu'on est en train de démontrer. Sur l'emploi et il faut le pas scénario. dire qu'on sait pas faire. Ensuite, sur l'affaire de nos voisins allemands qui souhaiteraient effectivement aujourd'hui il manque de foncier. Qu'est-ce qui doit être fait? Le Grenelle est passé par là, c'est dire on continue à manger la terre agricole, mais c'est pas lui que je vais le dire, c'est pas forcément la bonne solution. On a intérêt à densifier. Donc il serait prêt à venir côté français. Meidenheim, on a du foncier disponible et qui est prêt à recevoir l'activité. À Ensisheim aussi. En réalité, moi j'ai rencontré un certain nombre d'investisseurs.
pas une fois. Alors, c'est sûr que vous avez trouvé vous avez dû faire tout le tour pour en trouver un. Jamais trouvé un investisseur Ils ont trouvé allemand personne. qui a dit je viens pas à cause de Fessenheim. Les arguments en réalité que j'ai entendus, c'est de dire aujourd'hui on a une souplesse du travail qui n'existe pas en France, c'est les 35 heures. 2, on a une fiscalité. Mais ça, c'est des Je pensais pas qu'on parlerait de 35 mais heures. attendez, je vais vous dire. Non, mais 2, c'est la fiscalité qui est. quand on voit, En gros, la France n'est pas suffisamment bien. 2, c'est la fiscalité instable par rapport aux Allemands. Et 3, c'est un code du travail beaucoup trop court. En gros, ça les intéresse C'est pour pas. ça qu'ils viennent pas. quand on voit toutes les difficultés que nous avons à maintenir le statut de la zone de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, on crée une nouvelle avec un statut international C'est compliqué. ici sur le sol français, mais c'est pratiquement impossible. Messieurs, dernière question. On a bien compris que, sur l'emploi, les avis divergeaient évidemment. On a vu que globalement, vous, votre côté, Andrea, Lucien Génie, vous dites, ça peut se reconvertir sans aucun problème. On fait une zone d'activité, voire, j'ai pu lire, on construit des éoliennes, c'est ça. Et vous dites, Michel Sordi, Michel Habig, non, aujourd'hui, il n'y a rien. Il y a pas d'après Fessenheim sur le plan là-dessus. J'aimerais juste qu'on termine en prenant un tout petit peu de hauteur. Parce que, on parle bien sûr de nucléaire là-dedans. Est-ce qu'on joue pour vous avec le feu, avec cette centrale et plus généralement le nucléaire, ou c'est un risque, je parle bien de risque, qu'il faut accepter et continuer d'accepter pour avoir une électricité dite compétitive. Et là, il y a un débat, à mon avis, je vois les doigts qui se lèvent effectivement, et pas de centrale au charbon, parce qu'on n'a pas reparlé du charbon. Il nous reste 4 minutes pour parler du charbon en Allemagne, parce que les arguments pour le maintien de cette centrale, c'est il n'y a pas de charbon chez nous en France. Il y a, je crois, 2%, 2-3%. Il y a un peu en Lorraine. Il y a un peu en Lorraine. Intervenir là. Lucien Génie. Donc moi, ce qui me fout les boules, pour pas dire plus, c'est que on a rencontré il y a 3 semaines encore une personne qui est venue bénévolement au Japon, une personne de Balgo, donc juste à côté de la centrale, et qui est allé aider. Ça fait 3 ans qu'il y est à Sendai au-dessus les gens qui ont été victimes du tsunami. Et on a eu l'occasion de lui parler de la centrale de Fukushima et évidemment des problèmes qui sont posés là-bas. Et les suicides, elle a confirmé. Et quelque chose qui nous a vraiment interpellés, c'est que les propriétaires de terrains, d'entreprises, de maisons à Fukushima, et ça ne concerne pas une personne, il y a 170 000 personnes qui ont été évacuées. Et la plupart refusent de revenir, même dans les zones soi-disant décontaminées. Ouais. Parce que 3 mois après, c'est exactement la même chose. Sur le risque, vous l'acceptez plus en tout cas. Donc, ces gens-là, juste pour continuer, s'ils ont pris un emprunt pour acheter leur entreprise ou leur maison ou leur appartement, c'est fini. Ils sont coincés, ils ne pourront plus jamais revenir habiter dans leur maison ou utiliser leur activité. Mais s'ils ont des emprunts, ils sont obligés de continuer de rembourser parce qu'aucune assurance dans le monde ne couvre ce risque-là. Alors moi, j'ai pas envie d'accepter ça et je voudrais que M. Sordi, M. Habig me disent s'il y a un problème à Fessenheim, est-ce que c'est eux qui vont prendre en compte la valeur de mes biens ou qui? Il reste 3 minutes. Ce risque-là, vous l'acceptez, Michel Habig, Michel Sordi, si je vous suis? Je répète, on ne pourra pas dans notre pays se passer du fondement nucléaire. Comme beaucoup d'autres pays, c'est pas que la France, là on fait un débat franco-français. Beaucoup d'autres pays sont la même chose que nous, le nucléaire fait partie des énergies de demain. Mais en complément avec les renouvelables. Quand j'entends le renouvelable photovoltaïque, il faut quand même se rappeler que le plus gros de la consommation dans notre pays, c'est en hiver entre 18h et 21h. Mais parce qu'on a mis du grippin électrique dans tous les logements. Donc il y a pas d'électricité. Donc tu parles de chauffage électrique. Le photovoltaïque, mais le photovoltaïque, il va rien apporter là-dessus. Donc je crois à la complémentarité entre les énergies. Ensuite, Fukushima, j'entends ce que dit monsieur. Bon, à pas rentrer dans le grand débat. Fukushima, la centrale de Fukushima n'a pas fait de mort. C'est le tsunami qui a fait 30 000 morts. Yann Lauvergeon disait, chez nous en France, c'est impossible, on n'a pas de tsunami. Tout ce qu'il y a, toutes les leçons. Non, mais c'est ce que disait Lauvergeon à l'époque. Il y a tellement de bêtises qu'on ne va pas parler. C'est sûr qu'ici en Alsace, on n'aura jamais de tsunami. Mais il y a d'autres risques. S'il y a une rupture de la digue, monsieur Habig, vous appelez ça comment? Et pas un tremblement de terre à l'échelle de 8 ou 9. S'il y avait une rupture de la digue telle que monsieur Walter l'a imaginé dans son scénario, membre du Conseil général, ça n'a aucune mesure avec un tsunami. Je m'excuse un petit peu. On revient juste, il reste vraiment 2 minutes. Je peux pas faire plus. Michel Sordi, je vous laisse terminer, vous concluez ce débat. On a, s'il vous plaît, arrêtons de faire toujours de la suspicion. On a une autorité de sûreté, très sincèrement, toute transparence, tout est déclaré. On a des ingénieurs compétents. On a, chez EDF, chez les exploitants, des gens de grandes compétences qui sont sérieux, qui sont raisonnables. Arrêtons de faire. Pour vous, c'est sûr, et le nucléaire, c'est l'énergie de demain. Avec le renouvelable.
avec le renouvelable. Je ne les oppose pas. C'est quelle proportion, tiens, juste pour terminer, c'est quelle proportion, là, dans 20 ans, pour vous, aujourd'hui, le nucléaire, c'est, allez, 3 quarts, 75%? Laissez-moi répondre à une chose. J'ai fait partie de la commission paritaire, Sénat, Assemblée, sur la transition énergétique, dans laquelle un article a été voté par la majorité en place en disant qu'on va ramener à 50% la part de l'électronucléaire en 2025. Tout le monde sait que ce sera jamais fait, je vous le dis tout de suite. Ça voudrait dire arrêter d'user réacteurs. C'est impensable, inimaginable. Arrêtons de raconter des conneries aux Français, s'il vous plaît. Andreas, mais vraiment 30 secondes. Et on finit. Oui, eh bien moi, je ne fais plus confiance ni au nucléaire, ni aux perroquets du nucléaire. Je ne leur fais pas confiance, ce n'est pas possible. Il faut qu'on arrête cela. Il y a bien d'autres pays qui ne sont pas sous-civilisés. Je prends l'Autriche, il n'y a pas de nucléaire en Autriche et il fonctionne très bien. Ils ont les Alpes, hein. Et ils ont autant d'électricité que nous. Les Alpes. Et entre la bougie et le nucléaire, il y a une place pour l'intelligence. Oui, bon, allez. Et l'intelligence, pour moi, ce sont les économies, c'est l'énergie qu'on ne dépense pas, c'est les économies d'énergie. Je crois que c'est là que le monde politique devrait s'investir, c'est dans l'isolation, faire en sorte qu'on dépense moins en énergie. Et qu'on part sur des technologies d'éclairage peut-être plus vertueuses. Tout à fait. Allez. Et ça va dans ce sens. On en reste là. Dans ce sens. Je prends maire d'une commune. Je vais y arriver à conclure cette émission, je pense. Non, mais je vous explique. On passe au LED aujourd'hui, on va. Croyez pas non plus que, monsieur, moi je suis maire d'une commune, juste 2 secondes quand même. Non, mais on fait passer des gens, il m'a traité de perroquet. Oui. J'ai installé une centrale en biomasse, j'ai mis 2 turbines électriques sur le canal usinier, on fait du photovoltaïque. Ça avance. Bien sûr que j'y crois. On a compris. En complément. Fin de cette émission. Merci en tout cas à tous les 4. Le débat était plus qu'animé. Merci à Sabrina qui est à la réalisation. J'espère que cette émission était riche d'enseignements pour vous, directement ou indirectement concernés par ces enjeux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site azur-fm.com. À bientôt.